Tension persistante autour du détroit d'Ormuz, début de la saison des publications trimestrielles des entreprises et à l'entame d'une semaine technique d'échéance des marchés dérivés. On va aller voir comment naviguer dans ces marchés compliqués. Bienvenue dans Wall Street Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse graphique et technique pour bien comprendre les marchés sous le prisme des options. Au programme cette semaine, on va s'intéresser évidemment notamment à la saison des publications. On va aller bien sûr voir le S&P comme toujours, le calendrier des publications et puis on va zoomer comme systématiquement sur un cas d'école. Alors avant d'entamer cette séquence, je voulais vous annoncer que nous lançons une formation sur les fondamentaux sur les options. On a été ravis au cours des différentes formations en présentiel que nous avons organisées à Paris. Je salue tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour ces formations. Bien de constater qu'il y avait une vraie demande, un vrai besoin de comprendre ces marchés d'options. On l'a vu aussi au salon de l'analyse technique où plus de la moitié de la salle a annoncé avoir commencé à traiter des options. Et on voit qu'en même temps, de cet intérêt naissant et qui est croissant pour les options, il y a une demande de plus en plus avancée sur le niveau de compréhension. Donc on a créé avec Paul des sessions de formation en présentiel pour l'instant à Paris, physiquement, sur 2 jours pour aller assez loin dans la compréhension des options, que ce soit du niveau basique jusqu'aux stratégies de base à mettre en place. Et puis on a étayé ça par un module d'analyse graphique aussi. Donc des rendez-vous que vous allez pouvoir retrouver à Paris pour l'instant. Donc formation débutant sur 2 jours, les 12 et 13 mai prochains, sur lesquels auxquels vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. J'insiste là-dessus. Ce sont des petits groupes dans lesquels on va pouvoir être peu nombreux volontairement pour pouvoir approfondir, que chacun soit à l'aise, puisse poser ses questions, aller assez loin. Il y a toujours une ambiance qui est assez détendue dans ces séquences-là. On n'en fait pas tout le temps, donc profitez-en. Vous pourrez nous retrouver au cours de ces 2 séquences de formation, le temps de vous organiser et de garder ces 2 jours, donc le mardi et mercredi 12 et 13 mai, auxquels on sera ravis de pouvoir interagir en petits groupes et de vous permettre d'avancer sur les options. Le lien est dans le descriptif. Voilà, vous savez tout. Pour cette partie formation, on va regarder tout de suite le calendrier de la semaine. Déjà, c'est une semaine technique d'échéance des marchés dérivés du mois d'avril qui se tiendra donc vendredi prochain, vendredi 17. C'est une échéance mensuelle, c'est pas une échéance majeure, mais on sait que ça peut toujours avoir une certaine influence sur l'état des intérêts des opérateurs, bien entendu. Vous en avez l'habitude maintenant. Les rendez-vous macro de la semaine, ça va être relativement calme. Demain, les prix à la production, chiffre d'inflation, ce sera quand même à surveiller parce qu'on a eu quelques éléments indiquant que l'inflation reste assez tendue encore, donc prudence et un des chiffres intéressants à regarder, puis l'indice de la fête de Philadelphie, l'indice Philly Fed dans une moindre mesure cette semaine. Ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est le programme des publications de la semaine. Je vous ai indiqué la légende qui correspond aux différents niveaux d'état d'esprit des opérateurs sur ces ratios put-call. Alors je vous rappelle ici comment ça fonctionne. Plus le ratio est euphorique, c'est en rouge, plus les opérateurs abordent la saison de publication avec un ratio put-call qui est donc très optimiste, donc très peu d'options de vente, très peu de protection dans les portefeuilles. Quand on est en orange, c'est qu'on est optimiste, on n'est pas en euphorie, mais on est quand même très optimiste pour aborder la publication du titre en question. On le voit ici sur JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America ou Netflix. Le cas d'euphorie, c'est Citigroup cette semaine. Et puis quand on est neutre, c'est-à-dire qu'on est légèrement optimiste, c'est Goldman Sachs, Johnson & Johnson ou ASML. Le ratio est en jaune. Et puis si on est prudent, c'est en vert. Et si on est très prudent ou pessimiste, c'est en vert encore plus foncé. Il n'y en a pas cette semaine. J'ai pas calculé les ratios put-call pour Morgan Stanley et BlackRock parce que les cas qui vont nous intéresser, c'est ceux qui sont en rouge ou en orange, vous vous en doutez, les cas un peu extrêmes à surveiller au cours de cette semaine qui vont nous en dire plus sur un marché qui est compliqué, il faut l'avouer, à lire. Alors on va regarder tout de suite la configuration de notre indice S&P en hebdomadaire. Le S&P, il a évidemment bien rebondi la semaine dernière à partir de mercredi dernier, donc plus 3,56% sur fond de détente autour du détroit d'Ormuz. Maintenant, mais les détentes, vous en avez l'habitude, elles sont les annonces contradictoires sont régulières. On a bien progressé la semaine dernière. On peut dire que le volume n'est pas extraordinaire dans le mouvement de rebond, mais il a été dans le sens de la tendance.
On peut dire qu'en termes d'intérêt sur les marchés dérivés, on n'a pas beaucoup de soutien non plus, mais et on va zoomer en journalier puisque c'est ça qui va nous intéresser, hein. On a réintégré ce niveau que j'ai ajusté, c'était un petit peu plus bas, je l'ai réajusté à 6741 maintenant. On a réintégré ce gros niveau important, mais on bute sur une zone de prix clé 6845-6882, alors que pour l'instant, eh bien, avec les contradictions du week-end, eh bien, l'indice S&P est en passe d'ouvrir autour de 6775 points dans cette zone de prix. On le voit, cette zone de résistance, 6845-6882, c'est la médiane, hein, la zone médiane du range 6741-6993. Et on voit que ça va être une zone importante, compliquée peut-être à déborder dans les jours, dans les heures qui viennent, avec bien un gros niveau qui a été le niveau à partir duquel le marché a commencé à se retourner à la baisse. Donc il va falloir des éléments pour le déborder, et on voit qu'il n'y a pas un momentum, un intérêt très fort, même si en zoomant, on va regarder les zones d'intérêt plus précisément. On peut dire aussi que l'élément important quand même, le ratio put-call sur le S&P est passé la semaine dernière, en début de semaine, de 1,32, hein, quand on entamait la semaine précédente, donc on était ici, pour entamer cette semaine, hein, aux alentours de 6600 points, avec un ratio à 1,32. Bien, la hausse et l'éloignement de cette zone de prix où on était bien couvert, et bien fait qu'on a un ratio put-call qui vient de redescendre à 0,76 pour entamer la semaine. Donc on est sur ces niveaux-là, 0,76, c'est pas un ratio put-call très fort. Donc attention, on est plus optimiste, c'est mécanique, hein. La zone de couverture, elle était bien identifiée ici, et plus on s'en éloigne, et bien plus le ratio put-call baisse selon la méthode de calcul qu'on a mise au point. Élément intéressant, on voyait que bien le mouvement haussier s'essoufflait après ce très large gap laissé ouvert ici. Évidemment, on est obligé de comparer un peu cette séquence à celle qu'on a connue en avril 2025. C'est pour ça que je voulais faire un petit zoom en arrière. J'avais conservé les gaps de l'époque. Gap de rupture ici, qui avait formé un island reversal, hein, qui était intéressant, puisqu'on avait laissé, alors on peut le voir aussi ici, cet island reversal avec un appui et un gap comblé dans cette zone de prix. Je vais essayer de zoomer un peu que vous voyez bien la zone en question. Donc, le gap ici avait été comblé, donc gap de rupture, pour moi je l'avais détecté ici, gap de continuation, pourquoi pas là ou là, et puis on avait trouvé des extensions par la suite, des gaps qui sont restés ouverts, hein, dans cette zone de prix, qui n'ont pas été comblés, laissés ouverts ici, celui-ci a été comblé, un autre petit gap qui est partiellement comblé ici, mais resté ouvert, et ici aussi, encore un autre gap. Donc on était dans une séquence qui était quand même très forte, avec un mouvement baissier qui avait été extrêmement puissant, cette grosse bougie dont tout le monde se souvient de hausse, cette grosse bougie, pardon, autant pour moi, dont tout le monde se souvient de hausse ici, du 9 avril, avec une séquence de haussière de 9,52%, et puis on avait poursuivi, sauf que là on n'a pas la même séquence de marché parce qu'on repart de beaucoup plus haut sur l'indice S&P, on a baissé beaucoup moins avant de rebondir, et puis on a eu surtout cette séquence de retournement de tendance à mon sens, avec ce rounding top qui s'est formé depuis donc au moins le rebond entamé le 17 novembre, et qui donne des signes plus lourds en termes de configuration. Donc un mouvement de hausse certes, un mouvement de reprise haussière pour l'instant, mais moins fort. Et donc quand on zoome en journalier, eh bien on a laissé ce gros gap ouvert. Pour l'instant, sur les futurs, on a juste été tester le pied du gap, hein. On a mis un pied au bord de ce niveau de support. Pour l'instant, on se stabilise aux alentours de 6775, donc on va avoir un nouveau gap baissier ici. Attention à ce que ce ne soit pas un island reversal dans le sens inverse, c'est-à-dire que ces 3 jours de cotation ne soient pas isolés par un autre gap, enfin ça va être le cas, et qu'on soit installé en dessous. Donc il va falloir réintégrer rapidement ce plus bas de la séance de vendredi dernier, donc le plus bas à 6808, pour neutraliser ce gap de début de semaine, gap baissier, qui va probablement être matérialisé aujourd'hui ici, si je prends les niveaux sur les futurs pour l'instant. Donc ce gap, on ouvrirait sous ce niveau de prix, alors à combien va être la proportion exacte, c'est difficile, mais on va avoir probablement un gap ici. Donc attention à ce que ce ne soit pas un island reversal dans le sens inverse, c'est 3 jours de cotation isolés par un gap dans ce sens-là. Puis on avait eu aussi un gap de rupture ici, mais regardez, celui-ci a été rapidement comblé, donc on a moins de force dans cette séquence, même si on a quand même une réaction assez rapide.
on a été combler le gap et puis c'est clôturé nettement au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. En revanche, le gap ici a été puissant, mais sur fond de contre-pied, c'est le mouvement ensuite qui est un peu plus lent, et puis là, on rouvre avec un gap baissier. Donc cette séquence, pour l'instant, elle va être à monitorer, voir si on ne se réinstalle pas à l'intérieur et sous ce niveau. Donc cette zone, elle va être extrêmement importante, 6741. Si on arrive à la préserver, à latéraliser et à repasser 6808, c'est du mieux, on se réinstalle un cran plus haut et on va pouvoir donc repayer éventuellement un peu sur le S&P. Je n'envisage pas, vu le contexte et vu la taille des structures, de nouveau plus haut, mais au moins d'aller chercher peut-être 6882, 6940 et 6993. Au mieux, vraiment dans la séquence pour l'instant, compte tenu de la lourdeur du marché, du manque d'intérêt sur les marchés dérivés. Ce qu'on peut dire, c'est que dans cette séquence-là et tout ce rebond ici, on n'a eu aucun intérêt. La hausse s'est formée sans soutien. En revanche, ici, à partir du mardi, eh bien, on a eu un petit peu d'intérêt sur les futurs, mais on a cette grosse zone de gap, cette grosse zone de vide où les opérateurs n'ont pas pu intervenir. Et depuis, l'intérêt est assez modeste. Donc, on est dans cette zone de prix dans le flou, avec un ratio put-call assez faible, un niveau de support qui est impérativement à préserver au risque d'aller accélérer à la baisse et d'aller retester et combler rapidement probablement ce gap, cette zone 6624, 6672. J'insiste sur cette séquence parce qu'encore une fois, et sur le S&P, sur cette configuration, parce qu'encore une fois, elle va nous en dire beaucoup. Si on redescend combler ce gap et qu'on a eh bien, un island reversal qui se forme, qu'on a une réaction relativement rapide pour aller tester cette zone de prix, qu'on comble le gap, laisser ouvert ici, et qu'on réussit à repartir ensuite à la hausse, c'est plutôt un signe de force dans le marché, et ce sera juste bien une consolidation dans un mouvement qui en avait besoin pour aller, pourquoi pas, faire autre chose. Si en revanche, on reste installé sous cette zone de prix 6741 trop longtemps, ou alors qu'on rompt ce niveau de 6624, là, on a un message très négatif, et on repart sérieusement à la baisse avec les niveaux de support suivants. Donc évidemment, on mire les plus bas récents, 6356 autour, puis les extensions que vous avez ici, 6002, 6100, pourquoi pas. Donc des enjeux qui vont être vraiment importants. Je ne suis pas sûr qu'on ait la force pour aller dans un sens ou dans l'autre pour l'instant, mais en tout cas, on n'a pas la même structure, à mon sens, que celle qu'on avait connue dans le rebond du mois d'avril 2025. Donc prudence et ces niveaux qui sont à monitorer, à surveiller. Alors on va aller regarder nos titres et nos publications de la semaine, mais avant ça, je voulais quand même vous montrer faire un petit zoom sur le VIX, que je vous montre quand il a quelque chose à raconter, parce que regardez le VIX, ce qu'il a fait, c'est qu'au moment de l'annonce du déblocage du Détroit le mercredi dernier, eh bien, on a eu un gap haussier sur les indices et un gap baissier ouvert sur la volatilité. Or, vous le savez, la volatilité comble toujours ce gap, l'indice VIX. C'est le seul actif qui comble systématiquement toujours ces gaps. Il en reste un seul ouvert qui date de avril 2025, c'est ce gap baissier qu'on avait évoqué ensemble ici, aux alentours de 36, avec lequel on a flirté, mais qu'on n'a pas encore été comblé, donc qui reste ouvert ici. Donc les gaps sont systématiquement comblés, or celui-ci ne l'est pas de mercredi, donc on peut s'attendre. Et on a l'air de s'en approcher à ce que le comblement soit relativement rapide. Alors pareil, est-ce que ça va être un comblement de gap à bon compte, on peut dire, avec un petit trou d'air, enfin un petit pic de volatilité, un petit trou d'air sur les indices, et puis un comblement de gap et on repart en tendance baissière sur la volatilité, ou est-ce qu'on va se réinstaller franchement au-dessus de ce niveau-là, et dans ce cas-là, il y a des risques de hausse importants sur ce VIX, sur la volatilité, parce qu'on a quand même eu un changement de comportement très net. Depuis le mois de février, on était en hausse régulière sur la volatilité, et depuis le mercredi 1er avril, eh bien, ce mouvement de baisse nous a indiqué qu'on avait rompu le canal haussier, qu'on n'était plus en hausse sur la volatilité, donc en détente sur les indices. Mais ce gap est un niveau extrêmement important. Or, on ouvre la séance et la semaine avec un gap haussier, ben oui, parce qu'avec les annonces du week-end, coup de stress sur les indices, et donc gap haussier à nouveau sur la volatilité. Donc on a un petit island reversal formé par les 3 dernières cotations du VIX, donc un risque de repartir aussi à la hausse sur la volatilité. Alors, comment les opérateurs vont arbitrer, aller combler d'abord ce gap-là et puis repartir, pourquoi pas, à la baisse sur la volatilité, c'est pas mon scénario privilégié. Aller combler ce gap, puis aller combler celui-ci ensuite, et là, dans ces cas-là, il y a un risque de marquer, ou alors est-ce qu'on laisse ce gap ouvert et on va combler celui-ci, et dans ce cas-là, le risque est beaucoup plus important, puisque ça veut dire qu'on a un island reversal sur la volatilité, et qu'on ne comblera pas tout de suite ce gap pour l'instant. Alors, dans tous les cas, ce que nous indique cette séquence, c'est qu'on va avoir de la volatilité, c'est sûr, et dans la semaine qui vient, et évidemment, la saison de publication va être importante, donc regardez bien ces gaps qui vont être des points de repère, le comportement autour de ces gaps, et puis autour de l'indice S&P qu'on vient de commenter ensemble. Alors, pour ce qui est des publications de la semaine, JP Morgan, eh bien, avec un ratio put-call qui est extrêmement optimiste, on a un ratio put-call
qui est à, je ne vais pas vous dire de bêtises, sur JP Morgan, qu'on a calculé à 0,43 pour la semaine. Hein. Je vous rappelle qu'à 0,43, on est vraiment optimiste. Et regardez le comportement de JP Morgan graphiquement, c'est intéressant. Alors, bon, en mensuel, on n'a pas de signaux très forts. Hein. On a un titre qui a accéléré à la hausse, qui a quand même formé un avalement baissier. On l'avait détecté ensemble, hein, cette séquence, au cours de la dernière publication. Une consolidation qui s'est mise en place proprement, puis un rebond. En mensuel, pour l'instant, on a à peu près enfin, c'est la grosse partie des éléments qu'on a regardés. J'ai même pas tracé les premiers niveaux de support intéressants ici, voilà, aux alentours de 287-294, première zone d'alerte sur JP Morgan. Ce qui va nous intéresser, c'est en zoomant. En hebdomadaire, bien une séquence de consolidation assez propre, hein, vague A, vague B, vague C, accélération baissière, la vague la plus forte dans la séquence baissière, on consolide, et puis on repart à la hausse. Mais c'est quand on zoome en journalier que, regardez, le potentiel de la hausse, il est peut-être déjà un peu consommé. Pourquoi? Parce que c'est la taille de la structure de retournement qui nous en dit beaucoup sur le mouvement. Et si on considère que la séquence baissière s'est arrêtée à peu près ici, on peut y voir pour les plus chartistes, les plus techniciens, une structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée. Elle est un peu douteuse, donc je la prends pas vraiment comme ça. Je vais plus la prendre sous forme de range, mais en tout cas conserver la ligne de coup qui m'intéresse ici. Et dans ce cas-là, eh bien, on a ouvert en gap et on a déjà consommé, dans ce cas-là, une bonne partie du potentiel aussi, avec des extensions qui peuvent quand même permettre d'aller chercher un petit peu plus haut dans cette zone de prix, aux alentours de 315,66, avec voilà, un titre qui a déjà consommé une bonne partie de son potentiel haussier, qui n'a pour l'instant pas donné d'éléments de hausse fort complémentaire. Si on prend la clôture de vendredi, ça fait 1,75% de hausse de plus, et puis une indécision sur le titre en ce début de semaine, avec un ratio put-call à 0,43 qui nous dit que on doit être relativement prudent dans cette séquence. Donc, à surveiller et entre deux eaux, sous une résistance et sous un niveau de résistance intermédiaire. Si on arrive à s'en affranchir, c'est 315,66, puis ce gros niveau de résistance à 322,40. On n'a pas, à mon sens, ici encore les éléments pour aller beaucoup plus haut tout de suite, mais si les publications sont très bonnes, encore une fois, c'est elles qui l'emporteront sur le ratio put-call, bien entendu, eh bien, on va aller chercher ces extensions que vous avez ici, 330, 340, pourquoi pas, par la suite, mais donc on est déjà, à mon sens, aller relativement loin dans le mouvement. Donc pour JP Morgan, voilà un peu le doute. Wells Fargo nous intéresse aussi. Wells Fargo, c'est un ratio put-call à 0,45. Donc pareil, on a un titre qui a évidemment le même genre de comportement. Là, la structure est intéressante aussi. Elle n'est pas très propre non plus graphiquement ou techniquement, selon la façon dont on veut la prendre. On peut, enfin propre, elle est très propre. Le marché est parfait par définition, mais on n'a pas de figure parfaite. En revanche, on peut voir aussi une épaule, tête, épaule inversée, enfin tête, épaule inversée ici, avec une sortie, une ligne de coup. Là, maintenant, si on prend cette séquence-là, bien pareil, on a consommé déjà largement une partie de la hausse. C'est un peu moins le cas pour Wells Fargo, qui aurait un petit peu plus de potentiel haussier, si on considère que la sortie a eu lieu dès le 6 avril. Donc encore un potentiel haussier qui permet d'aller chercher cette résistance ici et de réactiver une dynamique haussière. Encore une fois, ratio put-call 0,45, on n'est pas en euphorie, mais on a bien été déjà assez optimiste. Après, quand on dézoome, intéressant de constater aussi, je voulais le regarder, vous le montrer ici, et c'est ça qui va être assez crucial. Ce canal haussier qu'on avait identifié ensemble il y a quelques semaines, quelques mois avant des publications aussi, avec un titre qui avait été cherché borne basse, borne haute, borne basse, borne haute, tentative de débordement, réintégration, on s'appuie dessus, on sort et hop, on l'enfonce par le bas. Et là, regardez où on s'est arrêté en fin de semaine, exactement sur la borne basse du canal. Donc en fait, le débordement de ce niveau clé, donc pour la semaine situé à 85,60, 85,80, va nous dire si, et alors donc cette zone 85-80 et cette grosse résistance à 86-70, si on repart franchement à la hausse sur le titre et si on a invalidé la séquence baissière ou si c'est juste un pullback contre la ligne de coude, enfin, contre la borne basse de l'ancien canal haussier, et dans ce cas-là, on repart en tendance baissière. Donc on a une zone pivot qui est extrêmement importante sur Wells Fargo ici. Difficile de faire des conjectures. Encore une fois, le ratio put-call nous dit prudence. La configuration graphique nous dit c'est haussier avec un peu de place. Donc on est vraiment entre deux eaux dans ce marché et c'est malheureusement pour l'instant un scénario qui est plus compliqué. Alors vous savez que j'aime bien avoir des scénarios tranchés habituellement. Autant la séquence précédente qu'on a évoquée ensemble, j'étais assez prudent depuis le mois de novembre. Je voyais bien les niveaux de résistance, on en parlait, autour de 7000 points sur le S&P avec un risque baissier.
Le risque, la probabilité de rebond, on l'a évoqué ensemble aussi la semaine dernière en disant que dans les séquences baissières, il y a souvent des rebonds importants, surtout que les ratios put-call nous indiquaient que bien, on avait anticipé pas mal de choses et que c'était de nature à alimenter des rebonds. C'est ce qui s'est mis en place. Maintenant, on est vraiment entre deux eaux et d'avoir un scénario privilégié ici, c'est extrêmement compliqué. Donc, je dois être dans l'expectative et regarder ce qui va se passer sur les valeurs. Vous comprenez cette séquence. Alors, en revanche, on a un titre qui nous indique aussi qu'il faut être prudent, c'est Citigroup. Alors, un seul titre ne fera pas la tendance, le ratio put-call non plus à lui seul ne va pas faire la tendance, mais on a quand même quelque chose qui nous incite à la prudence sur un des gros poids de la cote américaine, enfin des bancaires américaines, Citigroup, qui se comporte, regardez, de cette façon qu'on n'aime pas du tout, en mensuel. On a un triangle inversé sur Citigroup qui s'est mis en place ici depuis plusieurs semaines, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, et un rebond qui pourrait malheureusement être le dernier rebond dans une séquence de désorientation. Je ne reviens pas sur les triangles inversés, on en a parlé beaucoup sur le Bitcoin à l'époque, on l'avait évoqué ensemble, hein, sur le S&P avant la séquence baissière. Ces séquences, je rappelle, sont identifiées comme étant des signes de désorientation. Les gros acteurs du marché sortent du papier, et puis ils enlèvent la pression baissière, les mains plus faibles repayent, et c'est ce qui donne ces cotations désordonnées, avec ces plus hauts de plus en plus hauts, ces plus bas de plus en plus bas, qui sont généralement précurseurs d'un mouvement baissier dans près de 9 cas sur 10. Donc prudence sur Citigroup qui avance sa publication avec ce ratio put-call donc établi à 0,2. 0,2, c'est quand même extrêmement optimiste pour aborder cette séquence de publication sur un titre qui est quasiment sur des sommets. Donc prudence sur Citigroup. Alors on peut regarder les niveaux en zoomant un peu. On voit dans cette séquence 1, 2, 3, 4. Ce serait la cinquième et à mon avis la plus dangereuse avec eh bien, des risques de baisse. Alors l'inconvénient de cette structure en triangle inversé, c'est que on a pas de bornes propres, donc difficile de calculer l'amplitude de la figure. Mais on va travailler avec des niveaux de support et de résistance. Donc premier niveau d'alerte, bon, c'est repasser sous 123,15, on y est. 115,25, c'est pour ça que je l'ai laissé en rouge. On a clôturé au-dessus la semaine dernière, mais on ouvrirait un peu en dessous en préouverture. 115,25, c'est le niveau pivot. En dessous, 103,12. Et puis, si on sort de ce grand range, hein, parce qu'en fait, c'est ce que nous indique Citigroup depuis plusieurs semaines, hein, depuis le franchissement de ce niveau de 103,12 en décembre 2025, on est dans un grand range avec borne haute, borne basse et pour l'instant retour en borne haute. Donc le risque, c'est de dupliquer ce range par le bas si on sort par la baisse évidemment, ou si on arrive à s'installer au-dessus. Et ça va être ça l'enjeu, encore une fois. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent, mais en fonction du comportement du titre, si on arrive à préserver en clôture 123,75, bien les cibles suivantes sont 144,25 et mon triangle inversé n'aura plus cours et ce sera juste une pause. C'est possible aussi. Si en revanche, bien nos craintes et le ratio trop optimiste ou très optimiste qu'on envisage ensemble, voilà, le support d'ailleurs, il correspond parfaitement au niveau de support ici, je ne l'avais pas tracé, 82,90. Si on rompt 103,12, c'est probablement un retour en direction de ce support clé, c'est ce que nous indique au moins la lecture graphique sur une structure en triangle inversé. Donc prudence sur Citigroup, ratio put-call très optimiste, et structure qui nous incite à la prudence, encore une fois. C'est la publication elle-même qui nous en dira plus sur la séquence du marché, mais vous voyez qu'ici, même si on ne sait pas comment va se comporter le marché, si graphiquement il y a du mieux sur pas mal de titres, ce titre-là en particulier nous incite à la prudence. Et on va aller voir quelques autres configurations rapidement avant de passer à nos cas d'école. Bank of America. Bank of America, on va retrouver les mêmes patterns que sur les autres titres. On avait un biseau d'épuisement, on l'avait détecté ensemble, hein, on avait indiqué avant sa publication un risque baissier avec un retour à ce niveau de support. On avait atteint le pied du biseau largement, on s'était arrêté, on avait dépassé le niveau, était chercher ce gros support à 46,50, 46,50, un niveau de sommet qui datait de février 2025 autour duquel on s'était articulé avant de repartir à la hausse. On a rebondi dessus et là on revient tester ce gros niveau pivot 52,90 parfaitement la semaine dernière avant de buter dessus en gap. Alors pareil, hein, je ne fais pas les tailles des structures, on peut les prendre de différentes façons, on peut la prendre comme ça avec des niveaux horizontaux, c'est probablement le plus propre à regarder. Donc pareil, dans cette séquence, je le fais rapidement ici parce que vous avez compris la mécanique. Là, c'est peut-être un peu la figure la plus propre de toutes, hein, avec un petit rounding bottom ici, et bien ouverture en gap, et là, encore une fois,
on a un potentiel haussier complémentaire. Alors, très intéressant de voir si on peut aller chercher ou pas cette cible-là. Dans ces cas-là, c'est un signe de force. On se réinstalle au-delà de 52,90. C'est du mieux, on continue à la hausse et c'est parfait. Si en revanche, on n'arrive pas à aller chercher la cible idéale minimale de cette structure de retournement, c'est un signe de faiblesse par définition et on a un risque de retournement de tendance. Et ce que le marché ne fait pas nous indique ces risques. Or, on a aussi un gap haussier ici et on est en passe peut-être d'ouvrir avec un gap baissier pour l'instant aussi ici. Donc prudence et des niveaux pivots. Et encore une fois, si on n'arrive pas à aller chercher nos extensions, c'est un signe de fragilité pour le titre et un signe de fragilité sur le marché. C'est qu'on n'a pas le momentum pour confirmer ce qu'on a mis en place au départ. Évidemment, retour sous le pied du gap avec risque de comblement probable. Donc dans ce cas-là, dans cette séquence, le plus bas que j'aimerais voir s'afficher pour vous le donner, donc plus bas à 51,37 serait un premier warning sérieux pour un retour ici sur Bank of America qui aborde donc cette séquence de publication avec un ratio put-call qui est aussi important, qui nous incite à la prudence, 0,38 pour Bank of America. On est quand même assez optimiste, même si on n'est pas en euphorie, pour le titre avant cette séquence. Donc voilà l'élément pour Bank of America. Et le titre qui va nous intéresser cette semaine, le dernier, c'est Netflix. Netflix, autant on avait repéré un ratio pessimiste et une vague de Wolf. Vous vous souvenez au cours de la dernière publication, il y a plein d'éléments qui nous incitaient à être haussiers sur Netflix. Vague de Wolf haussière dont l'objectif a été largement débordé en gap, même sur fond d'annonce. Ratio put-call extrêmement pessimiste. Ça aussi, c'était intéressant dans la dernière séquence. Autant ici, eh bien, on arrive avec un ratio put-call à 0,41. C'est quand même assez optimiste. Graphiquement, si on regarde en mensuel, ça reste haussier. On est sorti de la séquence baissière. On a formé même un avalement haussier en mensuel au mois de février. On a, si on zoome en hebdomadaire, cette structure qui est intéressante, qui peut être une forme de tasse et anse, formée ici entre 92,05 la anse et 100,25. Tant qu'on est au-dessus, c'est haussier. Et puis, on avait détecté, Paul nous avait indiqué, ces positions d'options inhabituelles, avec ces volumes d'options inhabituels, avec ce bull call spread ouvert jusqu'en août prochain, entre 110 et 130, donc un opérateur qui attendait beaucoup de mieux et qui a eu raison depuis quelques semaines maintenant sur Netflix, et donc qui a peut-être déjà encaissé une partie ou pas de son bénéfice, l'histoire ne le dit pas, mais qui s'attend à ce que Netflix aille dans cette zone de prix 110, 130. Moi j'ai réajusté un petit peu les niveaux, 111,90 c'est la prochaine grosse résistance. Donc graphiquement, aucun élément de retournement tant qu'on est au-delà de 100,25 pour Netflix, mais encore une fois, un ratio put-call qui nous incite à la prudence, une séquence de marché qui est un petit peu en demi-teinte, mais peut-être que Netflix peut être l'élément, au contraire, déclencheur d'une impulsion complémentaire, tant qu'on est au-delà de ce niveau charnière 100,25. Si on continue au-dessus, bien c'est 111,90, 119,55, pourquoi pas. Ce sera à mon avis déjà une grosse zone de prix, 119,55, 115,80. Cette zone va être déterminante pour Netflix si on arrive à y aller. En revanche, si on passe sous 100,25, premier niveau de support, et on s'en tirera au mieux avec une latéralisation jusqu'à 92,05, sinon on repart à la baisse sur le titre. Pour l'instant, on n'a pas les réponses, mais des niveaux à arbitrer qui vont être extrêmement intéressants. Et puis, comme toujours, pour clôturer cette séquence, on va s'intéresser à un ratio, à notre ratio, je vais y arriver, notre cas d'école. Cette semaine, on va faire un bear call spread sur le S&P, donc une stratégie relativement prudente, neutre à baissière sur le S&P. Avant ça, je voulais vous redonner les statistiques, puisque bien on arrive à 86,3, on monte à 86,3% de recommandations gagnantes, on en a 53 ouvertes, 53 en tout, dont 51 ont été clôturées, 7 ont été perdantes, 2 sont en cours et 44 ont été gagnantes, et on a eu Alibaba. Le bull put spread d'Alibaba, eh bien, encore une fois, malgré le fait qu'Alibaba n'ait pas rebondi fortement, mais grâce à la magie des options, comme le répète souvent Paul, eh bien, on a pu être gagnant sur cette stratégie, sortir avec un gain alors qu'on n'était pas très bien engagé. Et donc, eh bien, encore une stratégie qui sort gagnante cette fois-ci. On rappelle que le Gold était sorti gagnant, et sur Microsoft, on est haussier. Donc, haussier, neutre à haussier. On a encore une fois cette stratégie du bull put spread qui nous incite à considérer qu'on va rester au-delà du niveau de la stratégie qu'on a mis en place. Et donc, ce bear call spread sur le S&P.
Et donc, je vous affiche tout de suite la stratégie sur le S&P. Encore une fois, c'est une question de sensibilité au risque. Plus on va vendre un call bas, plus on va être en risque, bien sûr, sur cette stratégie. Plus il va être éloigné, ben, moins on va encaisser de primes, mais plus on sera tranquille avec le risque de hausse complémentaire. Et bien sûr, le bear call spread, c'est toujours une stratégie qui est bloquée, une vente de call qui est bloquée, protégée par un achat de call. Donc la vente de call va nous rapporter une prime. On va eh bien, utiliser une partie de cette prime pour acheter du call. Plus je vais acheter du call proche, plus il va me coûter cher, mais plus je vais être protégé, donc moins je vais avoir encaissé de prime. Plus je vais éloigner l'achat de call, plus je vais être en risque. Encore une fois, hein, ma zone de gain, c'est si je suis sous la vente de call et un petit peu au-dessus grâce au complément de prime que j'ai encaissé. Dans cette partie-là, je suis bien en perte, voilà, jusqu'à atteindre ma perte maximale au niveau de l'achat du call. Et au-delà, je ne perds pas plus. Donc, cette stratégie qui me permet d'avoir un biais sur le marché sans être trop orienté. Encore une fois, ici, un élément intéressant, on utilise la variété des stratégies que permettent de mettre en place les options pour avoir un biais ou une tendance selon les niveaux et le niveau d'agressivité qu'on va vouloir avoir, qui va nous permettre d'avoir d'un côté une stratégie neutre à haussière sur Microsoft et de l'autre côté une stratégie neutre à baissière sur le S&P. Vous voyez encore une fois ici qu'on est dans une séquence extrêmement intéressante en termes de stratégie, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que va faire le marché, mais je l'encadre avec différents sous-jacents. Et encore une fois, les deux stratégies pourraient tout à fait terminer gagnantes. Elles pourraient terminer perdantes aussi, mais au moins j'ai quelque chose qui me permet de neutraliser, d'encadrer ce marché grâce aux options et d'avoir encore une fois une diversification stratégique qui va me permettre bien, de ne pas être complètement orienté dans un sens ou dans un autre grâce aux options. Voilà les éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine. Bien sûr, vous avez l'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, liker, partager ce contenu s'il vous a plu. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'Atelier des Options. Pensez à activer les notifications et à vous abonner à notre newsletter pour tout savoir de nos actualités. Excellente semaine à toutes et à tous.